Azulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Et pour ce 60e numéro, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir la journaliste et écrivain Yasrine Mouattarif. Yasrine, bienvenue à Berbère Télévision. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc, il sera largement question de Paris et de culture orientale, puisque Yasrine Mouattarif vient de publier un excellent livre, Le Paris oriental. Yasrine, comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ce livre? Eh bien, écoute, Youssef, en réalité, cette maison d'édition-là, je la connaissais en tant que lectrice, parce que je suis passionnée, moi, de culture du monde. Et c'est une édition qui a une collection Paris est à nous qui est assez thématique. Donc, ils ont traité de l'Afrique à Paris, du monde à Paris. Et je me suis dit, pourquoi pas l'Orient à Paris. Voilà, donc c'est né aussi d'un constat, c'est que en réalité, ces cultures donc orientales, donc arabo-berbères, qui paraissent très familières en France, sont en réalité tout à fait méconnues. J'ai pu m'en rendre compte en discutant avec les personnes qui sont intervenues dans ce livre et autres. En réalité, on oscille très souvent entre un extrême ou l'autre, une image assez fantasmée, orientaliste, ou au contraire une image complètement anxiogène. Et au milieu, donc il y a tout ce qui est folklorique. Mais en réalité, il y a une méconnaissance de cette diversité des cultures arabo-berbères. D'abord, beaucoup ne savent pas faire la différence entre arabe et berbère, maghreb et mashrek. Et aussi une méconnaissance de tout ce qui en fait la subtilité et aussi l'actualité, parce que les cultures orientales ne s'expriment pas que dans la tradition, elles s'expriment beaucoup dans la créativité, dans l'art, et c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce livre. Tout à fait. Et donc, à mon avis, ton livre donc sur ce Paris oriental est vraiment d'actualité, effectivement, et pourtant cette relation entre l'Orient en général et Paris ne date pas d'aujourd'hui. C'est ce que tu expliques un peu dans la présentation du livre, où tu fais une plongée un peu dans l'histoire, n'est-ce pas? Exactement. En fait, ça m'a fait sourire parce que j'ai pensé à toutes ces personnes qui pensent peut-être que les cultures arabes et berbères sont trop présentes à Paris. J'avais envie de leur dire, eh bien, il fut un temps où elles étaient beaucoup plus présentes, beaucoup plus flamboyantes, où à la fin du 19e, au début du 19e siècle, pardon, il était le must du must, c'était d'aller au café Moor, où les cafés des grands boulevards se déguisaient en café arabe, où la grande mode c'était d'aller au hammam ou au bain turc. Il y en avait un d'ailleurs gigantesque qui trônait en plein Champs-Élysées. C'est une époque complètement révolue. Hélas, au niveau architectural, il n'en reste que quelques témoignages que j'ai cités dans le livre. Tout à fait. Tu racontes des épisodes parfois cocasses. Tu cites par exemple cette expo universelle de 1867. Donc on crée une reproduction du palais du Bardo de Tunis, c'est ça? Exactement. Et un espèce de mini Bardo, une miniature du palais Bardo, qui avait été offert d'ailleurs par le bey de Tunis. Et ce Bardo-là a été conservé jusqu'à récemment. En fait, il a eu 1001 vies. Il s'est retrouvé au cœur du parc Montsouris dans le 13e. Et hélas, il a disparu en 91 dans un incendie. Donc, et effectivement, c'est ce qu'on lit dans ton livre. Et puis tu parles aussi de cette passion pour l'Égypte. Hein, l'Égypte, donc la campagne d'Égypte de Bonaparte, 1798-1801. Donc elle a un peu donné le goût de l'Égypte, donc de l'Orient aux Français, aux Parisiens. Complètement, et on en voit les preuves dans des quartiers aussi célèbres que la place de la Concorde, où trône l'obélisque, bien sûr, mais aussi dans tout le quartier du Sentier. En fait, quand on se balade, c'est un peu un mini-Égypte qui est reconstitué là-bas, et en levant les yeux, en regardant les façades, on peut retrouver des représentations de dieux et déesses d'Égypte antique. Et puis les noms des rues sont sans équivoque, hein, la rue du Caire, la rue d'Alexandrie, la rue d'Aboukir, oui, voilà. bien sûr.
Et au fait, l'obélisque est aujourd'hui le monument le plus ancien à Paris. Hein. Cet héritage des pharaons fait que c'est le monument le plus ancien donc, qui existe aujourd'hui à Paris. Donc l'Égypte est présente aussi à la place du Châtelet. Tout à fait, la place Une belle des Victoires. place, c'est au cœur de Paris. Exactement, où on peut voir 4 sphinx qui trônent fièrement et qui rappellent effectivement les victoires napoléoniennes, donc celles d'Égypte. Et même plus haut, si on monte dans le 18e, l'Égypte renaît aujourd'hui en plein cœur du quartier Barbès avec le cinéma Luxor aussi. Tout à fait, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est donc une sortie possible pour les Parisiens, n'est-ce pas? Et donc, avant d'arriver au Luxor, il y a eu par la suite les immigrations. Donc, des gens d'Afrique du Nord vont venir à Paris. Je pense qu'ils sont les premiers à venir à Paris, n'est-ce pas? Exactement, et plus précisément donc la communauté algérienne, qui est la plus ancienne et la plus présente, et plus précisément la communauté kabyle, qui a la présence, je pense, la plus ancienne de toutes les présences arabo-berbères. Elle date de 2 siècles, ce n'est pas rien, et ça se retrouve dans ce Paris oriental. On sent cette antériorité et cette assise de la communauté kabyle à Paris. C'est possible, ceci dit, les autres vont arriver aussi. Hein? Donc, toi qui viens de Casablanca, les Marocains vont vite arriver en France aussi, n'est-ce pas? Exactement, donc c'est une immigration à peine plus tardive, mais beaucoup moins importante, et à moindre mesure l'immigration tunisienne. Mais auparavant, on a eu par exemple la grand-mère d'Edith Piaf, qui est d'origine marocaine, qui est berbère marocaine, qui est venue, elle, bien avant beaucoup d'émigrés kabyles. Tout à fait. Ça, c'est toute une histoire. Hein? Il y a des histoires après de vie. L'immigration est faite de cela, en fait. Il y a la grande histoire, et puis il y a les histoires personnelles et les identités. Tout à fait, tout à fait. Et dans ton livre, donc, on trouve 5 grands chapitres, et on commence par Paris-Médina. Alors, Paris, peut-être une Médina? Et pourquoi pas? Ça dépend de quelle façon on la regarde et de quelle façon on la visite. L'idée, c'était de montrer Paris, de montrer un espèce de circuit dans le Paris arabe pour en découvrir les cultures. Alors, je mets toujours des S partout parce que c'est très important. Bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment essayé de faire attention à bien nuancer, parce que ce livre s'adresse aussi bien des personnes qui connaissent ces cultures-là que des personnes qui les découvrent totalement. Tout à fait. Donc l'idée, c'était de faire un petit peu la liste de tous ces endroits où l'on peut, aujourd'hui à Paris, découvrir tel ou tel aspect des cultures arabo-berbères. Tout à fait. Et dans ce chapitre Paris-Médina, tu présentes des lieux phares. Hein? Et donc, tu commences par l'Institut du monde arabe, inauguré donc, en 1987, qui continue quand même à jouer un rôle principal hein, dans, on va dire, la présentation et peut-être la propagation de ces cultures orientales, n'est-ce pas? Je pense que c'est vraiment un lieu complet dans le sens où, déjà, le lieu en lui-même, le bâtiment est un élément important de ce Paris oriental-là. L'architecture est incroyable. Tout à fait. C'est une espèce de casse-bas de verre et de moucharabier métallique. Enfin, ça lie vraiment modernité et tradition. C'est un bon résumé, je pense, de ce Paris tout à fait. Actuel. Et puis, peut-être qu'il a l'avantage d'être à Paris et peut-être qu'il y a plus d'ouverture culturelle, politique aussi. Hein. Tout à fait. Peut-être qu'il y a des sujets qu'on peut aborder à Lima, qu'on ne peut pas aborder probablement en Algérie, en Égypte et dans d'autres pays, n'est-ce pas? Mais je pense qu'on en a eu des exemples durant toutes ces révolutions arabes. Hein. C'est devenu un lieu de rassemblement incontournable des contestations, qu'elles soient tunisiennes ou syriennes. Il y a très fréquemment des événements commémoratifs, je pense notamment à ceux liés à la Palestine. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison de le souligner. L'Institut du monde arabe joue aujourd'hui un rôle à la fois culturel et politique. Et politique, et puis ce rôle est diversifié puisque tous les arts, tous les
canaux de communication sont présents, on peut aller voir des films, on peut assister à des conférences, on peut aller à la bibliothèque qui est impressionnante, bien sûr, un fonds documentaire très riche. Et puis, il y a même une librairie, n'est-ce pas? On peut aussi acheter des livres où les derniers écrits des écrivains venant de ces pays sont présents, n'est-ce pas? Exactement. Donc ça s'inscrit un peu dans cette tradition de tout ce quartier latin-là qui est traditionnellement qui a une histoire avec les intellectuels arabes et berbères d'ailleurs, et il y a énormément de librairies spécialisées, et la librairie de l'Institut du monde arabe est devenue un lieu presque incontournable. Je suis entièrement d'accord, et donc c'est pour ça que d'une certaine façon tu as rendu hommage à l'imam, puisque tu as fait le lancement de ton livre à l'Institut du monde arabe, et c'était une réussite. Tu peux nous dire quelques mots sur ce lancement? Mais, écoutez, j'ai été moi-même très heureuse que cet événement puisse se faire à l'Institut du monde arabe, parce que je pense que effectivement ça symbolise tout à fait ce Paris oriental que je voulais présenter dans le livre. Ce qui était très émouvant, c'est de voir l'attrait que ce livre pouvait avoir donc, pour des personnes d'origine arabo-berbère, ou pas du tout. J'ai été approchée durant cet événement par énormément de Français qui étaient curieux, admiratifs, qui souhaitaient réellement connaître ces cultures. Et l'idée de ce lancement, c'était un petit peu une illustration animée de ce qu'on peut trouver dans le guide, donc dans la diversité. Il y avait une part d'histoire avec l'historienne Naïma Yahi. Tout à fait. L'art représenté par le colliste engagé Mustapha Boutadji. Tout à fait. Qui a une galerie dans le 13e. Et aussi la culture, donc Paris-Médina, à travers la Maison du Yémen, qui est un centre culturel. Voilà. Donc il y avait un Français qui est passionné du Yémen, n'est-ce pas? José-Marie Bell, voilà. C'est l'une des mille et une belles rencontres que j'ai pu faire durant cette enquête. José-Marie Bell, c'est un Français né à Safi, Esfi, au Maroc. Qui est tombé amoureux du Yémen, parce que aussi ça lui rappelait le Maroc. Et qui a décidé avec d'autres passionnés comme lui, il y a 25 ans de cela, de créer un centre culturel complètement indépendant, donc qui n'a rien à voir avec l'ambassade du Yémen. Voilà. Et donc de monter avec deux bouts de ficelle des expositions, et ça fait 25 ans que ça dure. Ils ont un petit centre culturel dans le 19e, et on y croise toutes sortes de passionnés, de nostalgiques, d'amoureux. C'est magnifique. On espère que ce centre culturel durera très longtemps. Et qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à la culture du Yémen, par exemple? On peut s'imprégner de l'histoire très profonde du Yémen. Complètement, en fait, c'est vraiment un centre culturel dans le sens où il y a une partie librairie, une partie boutique où on découvre l'artisanat du Yémen, où il y a bien sûr l'incontournable miel du Yémen, bien sûr. Le henné et le café aussi, et une partie exposition réellement. Donc il y a des expositions thématiques très régulièrement. On peut se rendre sur le site, ça s'appelle l'espace Reine de Saba, Maison du Yémen. Tout à fait, et, tout à fait. Et y suivre donc leur actualité. Ils ont une actualité très très riche, hein, des expositions, des lectures, des dédicaces. Tout ça est dans le livre, parce que je rappelle que le livre donne les adresses, il donne aussi les sites internet et souvent aussi des numéros de téléphone. Et donc parmi les autres lieux phares, on trouve aussi la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ça, c'est dans le 12e. Exactement, c'était difficile d'en faire l'impasse. C'est clair que ce n'est pas un lieu dédié aux cultures arabes ou berbères en particulier, mais c'est un lieu qui évoque, de par les expositions qui ont lieu, de par leurs collections, une part importante des immigrations, voilà, de ces pays-là, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a eu un Maghreb des livres qui s'est tenu il y a quelques années à la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. C'était pour dire un peu la connexion qu'il pouvait y avoir entre les créateurs de ces pays-là et cette cité. Et puis, donc, toujours parmi les lieux phares, il y a l'Institut des cultures d'islam dans le 18e qui active beaucoup quand même.
même. Complètement. Alors, rappelons quand même que ce sont des lieux temporaires et qu'on attend toujours le monument qui doit être érigé toujours dans le 18e. Mais pour un lieu temporaire, ils ont déjà une actualité bien riche. Tout à fait. Avec pareil, expositions, événements, concerts, débats. Enfin, c'est déjà un lieu culturel à part entière et je pense que il était indispensable de le citer dans ce Paris oriental. Tout à fait. Et puis toujours ces lieux un peu symboliques, on trouve aussi la grande mosquée de Paris, dans le 5e arrondissement. Là aussi, c'est un lieu presque incontournable, hein, même pour aller prendre un thé, n'est-ce pas? Par exemple, mais à l'image de l'Institut du monde arabe, c'est encore une fois un exemple de monument à part entière de ce Paris. D'ailleurs, il a été classé monument historique. Donc de par son architecture et de par ce qu'il représente et de par son histoire aussi. Son histoire aussi, hein. Donc la décision de construction a été prise en 1917. C'était un hommage donc aux soldats venus d'Afrique du Nord combattre sous le drapeau français, n'est-ce pas? Exactement. Par la suite, on connaît son histoire durant l'occupation et le rôle qu'il a joué, notamment par rapport aux ils ont sauvé beaucoup de Juifs grâce surtout à Sirdour Ben Rabrit, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, donc c'est toute une histoire. Et puis ce qu'il y a d'intéressant dans ton livre, tu saisis un peu les importances de tous les lieux et tu parles par exemple de la chapelle Notre-Dame d'Égypte dans le 10e. Complètement. Parce que l'idée justement, et c'est pour ça qu'on appelait ça le Paris oriental, je sais que c'est un terme qui peut faire penser à l'orientalisme, mais c'était le seul qui pouvait à la fois parler des cultures arabes et berbères, et musulmanes, et séfarades, et coptes, et maronides. Voilà, c'est ce que tu dis d'ailleurs dans la présentation. Tu dis que pour toi, le Paris oriental, c'est celui des Arabes, des Berbères, des Kurdes, des Assyriens, des Druzes, des séfarades. Les séfarades aussi. Parce que effectivement, surtout du point de vue des arts, les séfarades ont beaucoup participé à cette musique, à cette culture d'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Complètement, mais d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à cette facette des cultures orientales, il y a le musée d'art et d'histoire du judaïsme. Tout à fait. Qui a une aile entière consacrée à la culture séfarade et qui vient par exemple d'organiser une exposition sur les Juifs d'Algérie. Les Juifs d'Algérie, tout à fait. Et qui organise aussi, et ça c'est moins connu, des espèces de balades thématiques dans Paris. L'une d'elles, récemment organisée, était sur le thème du Paris de Salim Helali, par exemple. Salim Helali, qui est mort, le pauvre, presque dans la misère, mais qui était un immense chanteur, a été sauvé justement par la Grande Mosquée de Paris, n'est-ce pas? Exactement. D'ailleurs, cette histoire est racontée... La Grande Mosquée de Paris lui a donné des papiers attestant qu'il était musulman. Tout à fait. C'est une histoire qu'on peut d'ailleurs, qui a été mise au cinéma dans le film Les Justes. Tout à fait. Non, Les Hommes Libres, je pense. Les Hommes Libres, auparavant, il y a eu un documentaire sur cette histoire, déjà en 91. Hein. Oui, bon, c'est toute une histoire, Paris, finalement. Hein. Et donc, on va transiter par le fait que Salim Helali soit un chanteur pour aller dans la deuxième rubrique de ton livre, les arts, les musiques, les danses, le cinéma. Alors, tu nous dis plein de choses. C'était une partie que je voulais vraiment peaufiner parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, donc il y a une espèce d'image stéréotypée de la culture arabe qui est en fait diversifiée, et idem pour la musique qui évoque pour le grand public, quand on parle de musique orientale, pour le grand public ça évoque peut-être le raï uniquement, ou quand on parle de danse orientale, on a une image bien stéréotypée de la danse dite du ventre qui fait sauter au plafond tous ces danseurs et artistes et chorégraphes que j'ai pu rencontrer. Donc j'ai vraiment voulu leur rendre hommage en parlant vraiment dans la spécificité de ces danses très régionales qu'ils enseignaient. Je pense notamment à cette danseuse et chorégraphe française qui s'appelle Alexia Martin, qui enseigne aussi bien les danses kabyles que les danses du Golfe,
que le tahtib, qui moi-même, elle m'a fait découvrir le tahtib. Et c'est quoi? C'est une danse qui mêle donc chorégraphie et art martial et qui est originaire de Haute-Égypte. Et elle est partie en Haute-Égypte, donc Saïd, apprendre cette danse qu'elle enseigne à Paris. Et donc tout ça cohabite chez elle, donc toutes ces danses. Complètement, et c'est un exemple parmi d'autres. J'ai également rencontré ce professeur et chorégraphe libanais qui apprend lui, qui donne des cours de danse d'Abka libanaise, donc qui a différencié des autres d'Abka syriennes ou palestiniennes ou irakiennes. Donc c'est vraiment très précis et je voulais remettre un petit peu, voilà, repréciser tout cela et rentrer dans le détail. Tu as bien fait, c'est pas très connu, y compris des gens qui viennent de ces cultures, n'est-ce pas? Et puis tu es même allé dans l'histoire nous raconter les grands Olympiades arabes. Ah oui. Issa Al-Jalmouni, le chanteur chaoui, donc a commencé dès 1937. Mais il y en a eu d'autres. 1937, il faut imaginer qu'en 1937, un artiste donc d'Afrique du Nord montait sur scène pour chanter à la fois en français, mais aussi en arabe et en chaoui. Bien sûr, bien plus tard, il y aura d'autres chanteurs, des vedettes d'ailleurs, n'est-ce pas? On peut citer Nesl Riwen, Najat Tabo, Izin Zaren, Djurdjura, Warda, oui. Kaltoum, ça c'est vraiment, ça fait partie de ces Olympiades que j'appelle mythiques, non pas parce que c'est l'artiste la plus importante, mais en tout cas c'est l'événement qui a, de la vie de Bruno Cocatrix lui-même, oui. Donc, était l'un des Olympiades les plus marquants de son histoire. Parce que, en programmant cette chanteuse arabe, il était très loin de s'imaginer l'engouement. Il était très loin de s'imaginer les files à l'époque d'immigrés maghrébins auxquels se mêlaient des émirs venant directement en jet privé. Venant spécialement en fait, pour voir l'événement. Et c'est le seul concert de Kaltoum en Occident en tout cas. Elle a fait une seule journée ou bien elle en a fait deux. Ils ont rajouté une date devant. Devant l'affluence, ils se sont dit on va faire une autre date, bien sûr. Exactement. Et dans le public se trouvaient notamment Charles Aznavour et Omar Sharif, qui étaient très émus. Et que ce soit Bruno Cocatrix, Omar Sharif ou Charles Aznavour, ils ont reparlé par la suite, et Marie Laforêt aussi, ils ont reparlé par la suite de cet événement. Ils le citent encore comme un événement marquant et une date clé. C'est-à-dire que Kulthum a démontré au fait qu'à Paris, on peut s'intéresser à la culture orientale, même si on ne saisit pas ce que dit Kulthum, mais ne serait-ce que par la magie de sa voix, peut-être par un peu sa célébrité dans le monde oriental. Complètement. Cette Olympia-là, je pense, de mémoire, s'est tenue en 1969, donc elle avait déjà une certaine assise et une aura pan-arabe très importante, mais qui n'avait pas encore dépassé les frontières. Et alors, on raconte, et ça on a pu l'apprendre lors de l'exposition justement de l'Institut du monde arabe qui lui a été consacrée. Tout à fait. On raconte que le général de Gaulle lui aurait envoyé un mot de remerciement en la comparant à une des pyramides d'Égypte, voilà, pour lui témoigner son admiration. C'est très bien qu'on en parle. Et puis donc, le 7e art, tu en parles aussi. Le 7e art, Paris a été quand même parfois un lieu de tournage des cinéastes orientaux, arabo-berbères. Tout à fait, mais par contre, effectivement, dans cette rubrique artistique, oui, entre la musique, la danse et les autres arts, le cinéma reste quand même le parent pauvre parce qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de salle dédiée, par exemple. Il y a des événements qui se créent, mais il y en a beaucoup qui disparaissent. Il y a des festivals, des biennales de cinéma arabe qui ont eu lieu à Paris, mais qui n'ont plus lieu. Il y en a d'autres... Qui se perdent un peu dans la durée, parce qu'il y en a eu quand même. Exactement, bien sûr. Il y a le Maghreb des films. Il y a même eu cette année le premier festival international des films berbères, c'est un début, mais est-ce qu'il va tenir? On espère qu'il va tenir. Voilà, cette année également, cet été,
débute un nouveau festival des films du Golfe. Pareil, la question se pose. L'Institut du monde arabe a repris, après une longue coupure, a repris ses biennales du cinéma sous le nom de DIMAG. Donc c'est un nouveau rendez-vous cinématographique. Par contre, il y a un événement marquant, et je l'ai cité, même s'il n'est pas dans Paris Intramuros, mais je pense qu'il est incontournable et qu'il mérite d'être cité, c'est le panorama des films du Maghreb à Saint-Denis, qui chaque printemps donc, montre un petit peu cette créativité arabe et tout à fait, se tient à Saint-Denis depuis déjà quelques années, et puis il donne la chance même aux cinéastes qui ne sont pas très connus. Effectivement, ton livre donne aussi des adresses à la périphérie de Paris, et c'est très bien. Voilà, et on fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec la journaliste et écrivain Yasrine Mouattarif qui a publié Paris Oriental aux éditions Paris-Gramme. Donc Yasrine, on disait que même à la périphérie de Paris, il y a des choses qui se tiennent et qui font donc, qui rendent hommage à la culture orientale. Tout à fait, il y a énormément de choses en réalité. Moi j'ai triché par moments en sortant du thème qui était vraiment Paris, Intramuros, mais ça mériterait un livre en plusieurs volumes. Je pense que tu n'as pas triché vraiment puisque c'est dans le Grand Paris, on va dire. Hein. On peut dire ça, mais il y aurait beaucoup à dire sur tout ce qui se fait en banlieue parisienne pour les cultures orientales. Peut-être même que les populations un peu venant de ces pays-là aujourd'hui habitent plus dans le Grand Paris que dans le Paris intramuros, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, le troisième compartiment de ton livre, c'est l'artisanat et le design. Voilà. L'artisanat, les artisans, hein, les artistes des orientaux ont pignon sur eux quand même à Paris. Hein. Certains arrivent à s'exprimer vraiment. Complètement, et on sait que ce sont des produits très prisés du public français. En réalité, il y a un attrait pour tout ce qui est donc objet d'artisanat, maroquinerie, vêtements également traditionnels. J'ai appelé le chapitre donc le bazar parce que j'y ai mis à la fois de l'artisanat et du design. C'était sciemment en fait pour faire un espèce de lien de la tradition, donc qui a son bon également, qu'on ne peut pas dénigrer, qui est très intéressante, mais également du design. Il y a beaucoup de designers d'origine maghrébine qui s'inspirent de cette tradition et il y a une créativité incroyable. On peut la découvrir à travers, par exemple, l'agence d'art en art, qui réunit différents designers, qu'ils soient ou non d'origine maghrébine, mais qui s'inspirent, en tout cas, dans leur création. Le mot d'ordre... Il y a la touche orientale, nord-africaine, maghrébine. Tout à fait. Il y a les motifs, probablement. On peut y trouver par exemple dans leur catalogue des poufs tarbouches par exemple, ou des étagères en mouche arabiée. Enfin, c'est un subtil mélange d'Orient et d'Occident qui est très prisé et ils ne sont pas les seuls. Hein. Je pense également à une boutique de créatrices qui se trouve du côté d'Arts et Métiers, qui s'appelle la rue des Consuls, du nom de la célèbre rue de Rabat au Maroc, donc qui réunit tous les artisans et les artisans d'art de la ville. Et pareil, on y trouve des lampions en boîte de sardines reconvertis pour l'occasion, des choses vraiment créatives, insolites. Tout à fait, donc tu fais un peu la référence des galeries. On trouve aussi le bijou berbère qui est très demandé à Paris. Complètement, le bijou et pas seulement. J'ai découvert par exemple la galerie Tankara dans le 7e. Encore une fois. Ça c'est le tapis. Voilà. C'est le tapis berbère. Exactement. Et c'est tenu par un passionné de la culture berbère qui s'appelle Henri Crouzet. Qui vraiment est fascinant parce que quand je dis passionné, je pourrais dire un expert en fait des cultures berbères qui peut vous parler de la différence entre le motif du Moyen Atlas et du Haut Atlas,
qui expose. C'est un vrai passionné, donc il connaît tous les motifs. Il est incroyable. Sa galerie, c'est en réalité un musée, en fait, parce que chaque tapis exposé raconte une région, raconte une tradition. Donc c'est vraiment un temple du tapis berbère. Et il en profite également pour organiser des petites expositions dans lesquelles il montre des parures, des bottes traditionnelles, des costumes, des coiffes. Et chacune... Et son matériel, il le ramène du Maroc, donc du sud du Maroc, c'est ça? Exactement, de ses voyages à travers tout le Maroc. Et donc, ces galeries-là, il y en a beaucoup. Certaines mettent en valeur, comme tu disais, des créations d'aujourd'hui, mais qui s'inspirent effectivement de notre histoire, donc du passé. Et la quatrième partie, c'est la gastronomie. Alors là, c'est tout un programme. C'était incontournable, bien entendu. Bien sûr, bien sûr. Je pense même que à la création de ce guide, beaucoup pensaient que ce serait essentiellement un guide sur la gastronomie. Mais là aussi, bon, il n'était pas question de lister tous les lieux où l'on pouvait bien sûr, c'est pas possible. Il y en a tellement. Il faudrait des annuaires. Voilà. Non, l'idée c'était de faire une sélection et les deux critères en fait. C'était ou l'originalité ou les spécialités régionales. Donc pour l'originalité, l'idée c'était de présenter des lieux où on pouvait non seulement manger, mais également écouter de la musique ou avoir d'autres activités, donc des restaurants un peu concept, on va dire. Et pour les spécialités régionales, là l'idée c'était vraiment de dérouter un peu le lecteur. Donc il y a aussi bien des restaurants de spécialité irakienne, que palestinienne, que algérienne, mais du grand sud algérien uniquement. Aussi. Un restaurant marocain, mais qui a l'originalité d'avoir de l'argan dans absolument tous ses plats. Donc voilà, l'idée c'était, je pense aussi... Donc au final, il n'y a pas que le couscous, hein? Il n'y a pas que le couscous. Il n'y a pas que le couscous dans la gastronomie donc, de ces pays-là, qui sont très riches, bien sûr. Et même le couscous est aussi méconnu, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des couscous, mais des couscous dans quel sens inimaginables. Le couscous il est méconnu? Il y a des... En France, on dans pense, la préparation en France, on a une idée, comment dire, assez stéréotypée du couscous. Par exemple, le couscous royal, par exemple, c'est un blasphème. C'est une création, c'est une invention. C'est une invention française. Je ne suis pas une spécialiste du genre, mais la particularité du couscous, c'est de cuire dans la vapeur de la sauce. Donc le couscous merguez, c'est une hérésie. Et il y a un lieu... Et pourtant, il est très demandé. Hein? Il est très demandé, ça reste l'un des plats les plus oui, je crois qu'il y a un sondage il y a quelques années qui plaçait le couscous parmi les plats les préférés des Français. Mais moi, je proposais justement à ces Français-là de découvrir les vrais couscous et dans leur diversité. Et je pense notamment à un lieu qui s'appelle le Comptoir de Tunisie, qui est une épicerie fine, mais qui également organise un jour par semaine une dégustation couscous, mais à chaque fois différente. Donc il y a dans chacun des pays du Maghreb... Chaque fois, il y a une nouvelle préparation différente. Exactement. Ça, c'est très bien. Et le tagine alors? Alors lequel? Ah, moi aussi, je ne suis pas spécialiste, mais bon... Non, celui du Maroc, celui de l'Algérie, celui du Maroc, on va dire. Ah, le tagine marocain, écoutez, là aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a effectivement énormément de restaurants qui se disent de spécialité marocaine. Il y a en réalité très peu de restaurants qui font des préparations minutes et ce sont des plats qui ont vraiment besoin d'être mijotés. Et j'ai eu un petit coup de cœur pour... un restaurant qui fait une cuisine vraiment familiale, on va dire, et où on peut déguster de vrais mets, faits maison presque. C'est le Founti Agadir, qui se trouve dans le 13e, dans le 15e. D'accord, donc c'est une préparation, ce n'est pas grave, hein, c'est toujours à Paris. Et c'est une préparation comme on le fait à Agadir ou bien ça a une autre particularité, ce tagine? Comme son nom l'indique, effectivement, les propriétaires des lieux sont originaires du Souss, d'Agadir.
Mais il y a des tagines des quatre coins du Maroc, en réalité, tagines sucrées plus la spécialité de Fès par exemple, des tagines artichaut petits pois, des tagines classiques poulet citron confit, enfin. Ces plats aujourd'hui, Yasrine, ils sont demandés par les Français aussi. C'est pas seulement, on va dire, les populations qui ont des origines, des liens avec l'Afrique du Nord qui les demandent, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc on se plaignait en début d'émission, enfin je me plaignais d'une certaine méconnaissance des cultures arabes, mais on ne peut pas nier un certain attrait quand même, malgré tout, pour certains aspects, et la gastronomie, je pense, en fait partie. Tout à fait. Et donc, avant d'aborder le dernier chapitre que tu consacres à la beauté, au hammam, etc., on peut dire un mot sur les cabarets. À l'époque, il y a eu quand même des cabarets qui étaient prestigieux, dans celui du père de la grande Warda. Exactement. En plein cœur du quartier latin, quartier Saint-Michel, il faut imaginer que des chanteurs, à l'époque des jeunes chanteurs, dont Georges Ouessouf par exemple, chantaient devant un public de mélomanes. Et là, ça a disparu. Aujourd'hui, de cette tradition de cabaret, on va dire tremplin de jeunes artistes, il ne reste pas grand-chose. J'ai préféré consacrer un petit encadré là-dessus aussi pour alerter le lecteur qui s'étonnerait de ne pas avoir de lieu où écouter de la musique. C'est vrai que les cabarets ont au fil des années pris une connotation très péjorative et sont de plus en plus rares les endroits où on peut réellement écouter de la bonne musique. Tu dis quand même que certains existent toujours dans le 8e, dans le 16e, Bien ils sûr. sont souvent libanais. Hein? Exactement. Ils sont un peu chers quand même. Très chers. Libanais, même si la programmation y est toujours diversifiée. Elle peut être autre, d'accord. Oui, toujours. Toujours, il s'adapte aussi au public qui est diversifié. Donc même si effectivement il y a une certaine ouverture d'esprit et où finalement dans ce monde arabo-berbère on écoute chacun les musiques des autres, il y a quand même une représentation de chaque culture dans ces cabarets. Tout à fait. Et donc, dans le dernier chapitre, c'est consacré donc à la beauté, au spa, au hammam. Est-ce qu'on peut dire que le hammam prend de plus en plus d'essor à Paris aujourd'hui? Je pense que c'est un peu un voyage dans le temps, comme dans ce début du 19e siècle que j'évoquais tout à l'heure, où il était de bon ton d'aller au bain turc. Oui. Dans la petite bourgeoisie parisienne. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. On va au hammam comme on ferait d'autres loisirs. C'est vraiment quelque chose de très prisé. Et il y a aussi une recherche de cette, on va dire, de cette expertise des produits de beauté naturels, puisque dans ce retour au tout naturel, les recettes de beauté orientale ont leur place, et ces lieux de beauté, ces instituts et hammams l'ont compris, parce qu'ils se sont très souvent spécialisés dans des produits originaires de ces pays. Tout à fait. Je pense à l'argan, mais pas seulement. Il y a des noms de soins de beauté qui sont sans équivoque. Il y a le soin Égypte, ou le soin où l'on peut avoir des soins au lait d'ânesse, un peu comme Cléopâtre. Oui. Il y a le massage berbère à base de semoule. Enfin, tout cela montre quand même que c'est très prisé. Ce sont des choses qui ne sont pas très connues. Vous nous parlez de l'huile d'argan qui a plusieurs vertus. C'est quoi cette huile-là? L'argan, c'est l'arganier. Exactement. C'est cet arbre qui n'existe qu'au Maroc. Qu'au Maroc, et plus précisément dans une région bien précise du Maroc. Alors maintenant, elle a été replantée un peu ailleurs, mais à la base, effectivement, c'est un arbre qui a la prouesse de vivre et de naître et de se développer sur des terres très arides, et qui cache en son sein un tout petit amandon, en fait, donc qui est du coup qui garde énormément l'hydratation, d'où ces bienfaits incroyables
sur la peau, mais pas seulement. Hein. Ce sont des huiles qui sont consommées dans la région du Souss depuis des millénaires quotidiennement et qui renforcent les défenses immunitaires. Cette huile peut avoir des vertus médicinales? Elle est utilisée comme huile comment dire, de soins, de prévention depuis des millénaires. Depuis toujours. Et effectivement, c'est une huile précieuse d'abord parce qu'elle est rare et ensuite parce qu'il faut énormément de travail. J'ai moi-même eu la chance d'assister du côté de Tiznit à la fabrication de l'huile d'argan. Il faut énormément de dextérité pour déjà en extraire l'amandon sans l'abîmer. Après quoi, cet amandon est grillé, mais avec délicatesse. Là aussi, il faut C'est presque un travail artisanal? Complète. C'est un travail artisanal qui aujourd'hui encore, qui ne peut pas être fait autrement. Non, pas pour le moment. En tout cas, pas avec le même résultat. Exactement. Et tu parles aussi de l'huile de figue de Barbarie. Tu nous dis qu'il est à la mode. Et après la mode de l'argan, en fait, on va bientôt avoir l'huile de figue de Barbarie qui, pareil, est une recette ancestrale que connaissaient nos grands-mères. Dans tout le pourtour méditerranéen, d'ailleurs, je l'ai découvert, en Italie, comme en Tunisie, comme en Algérie, les femmes connaissent les bienfaits de cette huile. Pareil, c'est le même principe, en fait. Ce sont des arbres et plantes qui arrivent à résister sur des terres très arides, et donc cette capacité à garder l'hydratation en font des huiles très hydratantes et très nourrissantes. Tout à fait. Et toujours dans ce Paris oriental qui est une mine d'informations, tu nous parles aussi de la presse, des médias, donc des médias un peu qui culturellement sont plus proches de l'Orient. Tu nous cites des titres de presse, des radios. Oui, j'ai essayé de faire un espèce de panorama de ce qu'on peut trouver aujourd'hui en langue française, toujours à l'adresse de ces lecteurs qui s'intéresseraient aux cultures orientales. Tout à fait. Donc je pense bien sûr au Courrier de l'Atlas, donc pour le Maghreb. On en parlera puisque tu as été directrice de la rédaction de cette publication. Oui, rédactrice en chef, tout à fait. Et entre autres, il y a également Salama, il y a également Gazelle qui est le pendant féminin. Donc, il y a un mot qui est arrivé, Ruh. Ruh. Oui. Alors Ruh, c'est vraiment un coup de cœur. C'est un MOOC en fait. Oui, c'est ça. C'est un magazine book, donc voilà, c'est une espèce de... C'est un peu à la mode, hein. Il y en a déjà plusieurs en France. Exactement. Ça se généralise à une grande vitesse, semble-t-il. Tout à fait, mais la volonté de cette jeune équipe de rédaction, donc, c'est vraiment de montrer tout ce qu'il y a d'actuel et de créatif et de positif dans ces cultures arabes et berbères, et dans leur diversité. Donc dans chaque numéro, ils s'attellent à parler aussi bien des Maghrébins de France que des jeunes Saoudiens, que des jeunes Libyens. Enfin, c'est déroutant et désorientant un peu à l'image du Paris oriental. Tout à fait. On peut trouver aussi les journaux publiés ailleurs, mais qui se vendent aussi à Paris. Voilà. Soit les journaux publiés à Londres, soit les journaux marocains ou algériens ou même tunisiens. Exactement. Donc les lecteurs habitués connaissent les spots principaux. J'ai voulu en rappeler quelques-uns, mais effectivement, on peut en retrouver du côté de Montparnasse, Barbès, tout à fait. les Champs-Élysées. Peut-être le plus connu, c'est celui de Barbès. Oui, le plus diversifié aussi. Probablement, c'était un kiosque où se rendait souvent le président algérien quand il était quand il vivait à Paris. Je connais personnellement le gérant de ce kiosque qui est d'origine marocaine. Eh bien, écoutez, j'apprends avec vous. Et donc, on va revenir un peu aux médias, puisque Yasrine, tu as fait plusieurs médias. Tu as été à Jeune Afrique, RFI, Capital, Nova. Et donc, cette expérience du Courrier de l'Atlas qui continue son chemin, qui s'améliore de jour en jour, comment tu la vois aujourd'hui ? Ça a été une expérience absolument fabuleuse, dans le sens où, comme vous le rappeliez, j'ai eu l'occasion de travailler dans des médias divers et variés.
là se présentait à moi la possibilité de participer à une aventure où réellement on crée, j'ai assisté à la création du Courrier de l'Atlas en 2006, où on crée un magazine à notre image. Donc c'était absolument fabuleux et ça a été 6 ans d'effervescence et une grande satisfaction pour moi. Ce n'était pas toujours facile de le faire, le numéro de chaque mois, ou bien les sujets pleuvaient parce qu'il y avait plein de sujets peut-être que la presse française classique n'abordait pas sciemment ou ne savait pas aborder. Complètement, mais les sujets pleuvaient et en même temps ce n'était pas facile parce que on s'attelait vraiment à traiter chaque sujet dans un angle inédit et sans, comment dire, sans tomber dans un extrême ou dans l'autre, sans tomber dans la stigmatisation ou la victimisation, en essayant vraiment de garder un traitement journalistique neutre, mais également en profitant de cette possibilité qui nous était donnée de dire ce qu'on ne disait pas ailleurs dans les médias français. Et effectivement, et le Courrier de l'Atlas a abordé des thématiques effectivement pointues, des dossiers tels le dossier sur les Berbères, ou autres sujets, les religions, la religion musulmane bien sûr. Mais aujourd'hui, ce journal, il continue. Est-ce que c'est facile de le faire en s'adressant à un public qui est principalement d'Afrique du Nord, mais où les relations entre les pays ne sont pas toujours très proches quand même, hein, pour tout dire. Le Maroc et l'Algérie quand même ont des relations difficiles. Donc faire un journal, est-ce qu'il n'y a pas ces difficultés de faire des articles par exemple et la peur de déplaire à l'un comme à l'autre? Par définition, quand on fait du journalisme, contrairement à la communication, on ne garde pas à l'esprit cette peur de plaire ou de déplaire. On garde à l'esprit l'idée d'informer. Et cette question s'est bien sûr très vite posée. On a décidé de la désacraliser en faisant l'un de mes dossiers préférés personnellement. C'était un dossier sur les rapports entre Marocains, Algériens, Tunisiens. Et ça a été un vrai plaisir que de le faire. On a mis les pieds dans le plat, comme on dit. On a traité les sujets sans tabou. Vous avez sauté le tabou et voilà. Vous avez dit les choses qui fâchent. On a crevé l'abcès en se servant de l'humour, qui est la meilleure arme. On avait d'ailleurs fait appel à l'époque au dessinateur algérien Slim pour un petit peu venir alléger tout ça. Apporter sa touche. C'est un grand dessinateur. C'est le plus ancien aussi en Algérie. Exactement. Donc voilà, bien sûr que c'est un sujet qui se pose, bien sûr que c'est un problème. Bien sûr qu'il y a des dissensions entre les 3 pays d'ailleurs. Et pourtant ces 3 pays peuvent former le même pays, à vrai dire, c'est les mêmes cultures, les mêmes populations. Complètement, ne serait-ce probablement les mêmes rêves. Ne serait-ce qu'historiquement, et de toute manière on ne peut que le constater quand on voit les traditions des uns et des autres. D'ailleurs, on a traité dans un autre numéro du Courrier de l'Atlas un sujet passionnant sur les traces des cultures berbères dans le désert égyptien. C'était vraiment très impressionnant de voir ces femmes qui avaient des broderies très proches de celles que je connais au Maroc. Et qui, parmi l'un de leurs plats traditionnels, avait le couscous. Tout à fait. Souvent, les femmes nous donnent des leçons. Il y a aussi une ressemblance étonnante et extraordinaire. C'est les poteries des femmes à travers toute l'Afrique du Nord, du Maroc jusqu'en Égypte. C'est des motifs très anciens et ce sont les mêmes. C'est magnifique. Exactement. C'est tout un message. En fait, nous sommes les mêmes. Mais vous avez raison. Je pense que les femmes sont garantes de la tradition. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est pas un hasard si j'ai tenu à porter ces bracelets qui paraissent anodins, mais qui en réalité sont très anciens et qui appartenaient à mes 2 arrière-grand-mères. Ce sont 2 bracelets différents. C'est une façon, c'est peut-être dans l'instinct de survie, une façon de perpétuer, de garder la mémoire. En parlant de ça, j'aimerais faire une petite parenthèse. Oui, bien sûr, parce que justement, j'ai rencontré dans ce Paris oriental une personne qui en parle très très bien, il est inclassable, c'est un peu un artiste, un styliste, un créateur. C'est Ben Azri, tout à fait. qui a une galerie dans le 12e arrondissement.
Et galerie, c'est un petit mot, en fait, c'est un lieu de rencontre et de découverte. Et en réalité, c'est un ambassadeur de ces cultures amazighes, dont il est très fier et dont il s'inspire pour ses créations. Et il rend hommage régulièrement aux femmes. Il a d'ailleurs fait une étude sur les significations des tatouages berbères. Oui. Et voilà, c'est un exemple de ce Paris oriental. Ce n'est pas seulement des lieux, c'est aussi beaucoup des personnes. Tout à fait, des personnes, des rencontres enrichissantes. Tout à fait. Et toujours à propos du courrier de l'Atlas, souvent le thème de l'identité revient un petit peu et parfois la religion elle-même devient une identité. Complètement. Le terme de l'identité, il nous a fallu le traiter en plusieurs fois parce que nous-mêmes, en créant ce magazine, c'est une question qui s'est posée: à qui s'adresse-t-on? En réalité, les franco-maghrébins sont très diversifiés, déjà ne serait-ce qu'entre les pays d'origine, entre les rapports qu'on peut ou pas avoir avec ces pays d'origine, et entre les premières, deuxième, troisième, voire quatrième génération. Il y a également une grande part de ce lectorat qu'on ne peut pas oublier, qui n'est pas du tout d'origine maghrébine, mais qui a un rapport avec le Maghreb par filiation ou par mariage, ou historiquement. Nous, on pouvait s'en rendre compte dans notre listing d'abonnés. On avait énormément de noms d'origine française. Tout à fait, tout à fait. Et puis il y a eu aussi cette initiative de grève des gens d'Afrique du Nord pour dire que l'immigration enrichit la France, contrairement à ce que pensent certains, à ce qu'écrivent certains. Oui, tout à fait. On en avait fait un dossier, c'était à l'initiative d'une de nos journalistes d'ailleurs, Nadia Lamarckby. Oui, que nous saluons ici d'ailleurs. Voilà, entre autres, qui a eu l'idée avec d'autres personnes de créer cette journée sans nous. Un peu à l'image de ce qui avait été fait aux États-Unis avec les immigrés mexicains. Tout à fait. Pour marquer un coup et pousser les populations françaises à se poser la question de l'apport de ces immigrés et enfants d'immigrés qu'on stigmatise trop souvent et trop facilement. Effectivement, ce fut une belle initiative, mais on arrive au bout du voyage. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Yasrine? Peut-être un dernier mot, je ne sais pas. Justement, en parlant je profite du fait d'évoquer cette journée du 1er mars, donc la journée sans immigrés, à une autre échelle et différemment, on dit un petit peu la même chose. En fait, l'idée, que ce soit de cette initiative ou du guide Paris Oriental, qui est devenu un peu un livre d'histoire, entre guillemets, c'était aussi de rappeler et de souligner et de montrer l'apport positif, pour plagier une expression assez agaçante. Tout à fait. Mais oui, l'apport positif des immigrations arabes et berbères en France. Tout à fait. En l'occurrence à Paris. Merci Yasmine d'être venue dans le graffiti. Merci à vous. Je t'en prie. Et donc vous aussi mes amis, merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.